Bonjour, vous êtes au bon endroit et au bon moment pour découvrir une nouvelle histoire inspirante. Toute l'équipe Adventiste FFS a le plaisir de vous présenter ce programme d'encouragement et de témoignage. Par des histoires authentiques, nous souhaitons vous montrer que Dieu est là, agit et parfois nous surprend. Aujourd'hui, nous accueillons François Duménil d'Angente. Il a été pasteur pendant plus de 40 ans. À présent à la retraite, quand il regarde derrière lui, il se rend compte de son itinéraire de vie si surprenant. Ce que François a vécu est très similaire à ce que beaucoup de jeunes peuvent vivre, ce sentiment de ne jamais avoir choisi ou que les autres prennent des décisions à notre place. Sans vous spoiler en tout cas, il y a 2 choses pour lesquelles il a eu le choix. 2 choses peut-être les plus importantes de sa vie. François, notre invité, est dans Histoire inspirante. Bonjour François. Bonjour Philippe. Heureux de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. Et très heureux d'être là aussi. Alors, il y a quelques jours, la semaine dernière, nous recevions une personne que tu connais bien, Yvette, qui était notre invitée. Donc Yvette, elle t'a bien présenté déjà. Hein. D'accord. Yvette, donc c'est ton épouse. Vous avez partagé le ministère pastoral pendant, alors si j'ai bien retenu, 42 années. Alors oui, quand on compte aussi les années où on était à Collonges et on s'occupait de communauté aussi pendant ce moment-là. Où vous étiez étudiant, Oui, voilà. et donc vous avez partagé un long ministère. Un ministère, et c'était important, Yvette l'a dit aussi tout à l'heure, qui ne s'arrête pas parce que vous avez pris votre retraite. Exactement. Vous êtes des jeunes retraités l'année dernière, c'est ça, la retraite ? Oui, l'année dernière, oui. Voilà. Des jeunes retraités, mais qui restent non seulement ancrés dans la foi, ancrés dans la Bible, dans le partage. Et aujourd'hui, c'est ton témoignage que tu viens de nous apporter. Alors merci pour cela. Je t'en prie. Alors ton témoignage, il est particulier parce qu'il commence avant ta naissance. Oui, exactement. En fait, je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas exister et pourtant je suis là. Quand maman était enceinte, le médecin lui a dit « Écoutez, c'est impossible que vous meniez cette grossesse à terme, donc il faut que vous choisissiez où vous menez la grossesse à terme et c'est vous qui mourrez, ou vous arrêtez votre grossesse et vous vivez. » Maman, qui est catholique, très catholique, a dit on ferait confiance à Dieu et on verra bien ce qui se passe. Et finalement, je suis là et maman, qui a 98 ans maintenant, est toujours là aussi. Donc oui, effectivement, c'est une histoire qui commence déjà avant la naissance avec un premier événement qui est bizarre finalement, c'est que je suis là alors que je ne devrais pas être là. Alors tu as choisi de nous partager aujourd'hui, non pas 1 ou 2 épisodes de ta vie, mais une succession d'épisodes. Tu me le disais hors antenne, cette succession d'épisodes, tu voudrais la destiner particulièrement aux plus jeunes, ou peut-être même aux plus âgés, c'est moi qui rajoute aussi, de ceux qui vont vivre un parcours toute leur vie, mais qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Et tu vas nous partager beaucoup de choses finalement, de manière courte, mais de manière intense, de comment Dieu a guidé peut-être chaque chose sans que tu t'en sois vraiment rendu compte. Oui, c'est quelque chose qui pour moi dont j'ai pris conscience assez tardivement finalement, parce que pendant toute une période de ma vie, je rate tout ce que je fais, je ne réussis pas ce que j'entreprends, les choix que je fais ne se mènent pas ou ne vont pas au bout ou sont complètement contrecarrés dès le début. Et finalement, on vit dans les échecs, et quand on est jeune et qu'on vit dans les échecs, quand on est jeune et qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir ou que le peu qu'on projette finalement est cassé, est arrêté net, voilà, ça n'est pas très bon pour le moral, c'est le moins qu'on puisse dire, et effectivement, pendant toute une période de ma vie, ça va être un peu compliqué à vivre. Alors j'imagine que dans ton enfance, les échecs, au départ, on ne les digère pas de la même manière que quand on est un homme beaucoup plus âgé, beaucoup plus mature quelque part. Je crois que le premier épisode que tu voudrais partager, hormis celui de ta naissance, qui est pas forcément un échec, puisque finalement c'est une victoire, puisque tu es là, c'est à 6 ans. Oui, c'est le départ de Madagascar. Je suis né à Madagascar parce que mes parents vont à Madagascar pour travailler. Ils sont originaires de La Réunion. Et mon père a une auto-école. Voilà.
Il est moniteur d'auto-école. Finalement, il acquiert une auto-école complète et il va avoir plusieurs épisodes très difficiles puisqu'il va faire faillite de mémoire à 3 reprises. À chaque fois, la famille du côté de ma maman va réinjecter de l'argent pour remettre à flot cette affaire, en quelque sorte. Et puis, au bout d'un moment, ils disent, ça suffit, il faut rentrer à l'île de la Réunion et faire autre chose. Et donc, on part de Madagascar sur un échec. Évidemment, moi, à 6 ans, je ne m'en rends pas compte. Mais cet échec va marquer notre famille puisque, très rapidement, mes parents vont se séparer. Voilà. Je n'ai pas conscience, finalement, de cette séparation. Alors, papa n'est pas là, maman est là, mais bon, on vit. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de gros scandales ou de gros hurlements. Ça, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Mais c'est après coup où je me suis dit, finalement, tout cela a marqué aussi et mon enfance et mon adolescence et ensuite mon temps d'adulte, puisqu'il y a beaucoup de repères que je n'ai pas et qu'il va falloir recréer ou créer, tout simplement. Alors, il y a une blessure qui se crée, forcément. Là, vous êtes à La Réunion déjà? On est à La Réunion, oui. Vous êtes à La Réunion quand cette séparation devient effective, finalement. Ce petit enfant là qui vient de voir ses parents se séparer, comment à ce moment-là il se projette dans la vie? Alors, j'allais dire qu'à ce moment-là, ça n'est pas un problème réel. C'est ça qui est bizarre. Après, c'est après coup, après être marié, en parlant avec ma femme, en parlant avec d'autres, en voyant la vie d'autres personnes, que je me suis dit que finalement, cela m'avait marqué, mais sans que je m'en rende compte. Et finalement, cette manière de réagir face aux événements de la vie, trouve son origine finalement dans ces différents éléments perturbateurs qui ont été là. Donc tu t'en es rendu compte beaucoup plus tard de l'impact que ça a eu sur toi. Ouais. Tout à fait. Alors, tu es un globe-trotteur, hein, oui. Originaire de La Réunion. Vous êtes parti à Madagascar, vous êtes revenu à La Réunion. Et là, il y a un nouveau déchirement parce que chaque déménagement reste quand même aussi une déchirure. On change de lieu de vie, on change de climat, on change d'amis. Vous partez avec ta maman pour la métropole. Alors avant la métropole, il y a effectivement plusieurs déménagements dans l'île même, puisque maman va devoir apprendre un métier, elle va devenir institutrice. Et elle est institutrice dans les milieux religieux, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits où elle peut être institutrice, et puis elle va passer dans le domaine public. Et comme elle a une santé très fragile, elle va demander une mutation en métropole qui va être refusée. Voilà, elle est refusée, tous les ans elle demande, et puis à chaque fois c'est refusé. Donc maman est malade, je grandis dans ce contexte-là. Je me souviens de la nourrir moi-même avec une petite cuillère, elle mangeait ce qu'elle pouvait. Je corrige ses copies parce qu'elle est institutrice, mais je corrige ses copies. Moi à l'époque je suis un ado, j'ai 12-13 ans, 14 ans. Et finalement... toute cette perturbation-là fait que j'ai envie de vivre autre chose. Et je vais me tourner vers l'armée, enfin en tout cas dans ma tête. Je veux devenir pilote de chasse. Les avions et tout, c'est extraordinaire. Et je passe le concours d'entrée dans une école militaire qui existait à l'île de la Réunion. Je passe plusieurs fois le concours et je le rate à chaque fois. Alors effectivement, après coup, je me rends compte que je n'avais pas tout à fait le niveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, au mois d'août 1973, maman reçoit un accord de déplacement pour la métropole. Elle doit être là-bas le 1er septembre. On est à la mi-août, on a 15 jours pour quitter l'île de la Réunion, faire les bagages, voir la famille. Quelque chose qui a été extrêmement traumatisant. Je n'ai pas de souvenir d'amis d'enfance. Voilà, je sais où j'ai habité, mais aucun souvenir vraiment de personne. Et on doit partir. Et ce qui nous sauve un petit peu, c'est qu'il y a une grève au niveau des avions. Et au lieu de partir au mois de septembre, on va partir au mois d'octobre. Donc ça va être un tout petit peu plus long. Je peux voir ma grand-mère, mes grands-parents, et passer un moment avec eux. Alors pourquoi c'est important ? Parce que maman, très rapidement, elle nous inscrit, mon frère et moi, et ma petite sœur était toute petite, dans une école à Rochefort, puisque son poste est à Rochefort. Donc dans la région Charente-Maritime. Charente-Maritime, voilà. À côté de La Rochelle. Voilà. Et moi, je veux faire des analyses biologiques. Voilà, ça me plaît, j'ai envie de faire ça. Et puis comme on part en retard, on arrive en retard, et comme on arrive en retard, plus de place. Qu'est-ce qui reste ? Il reste une place dans la filière économie.
Alors bon, tu me connais pas assez pour ça, mais c'est vraiment pas, mais alors vraiment pas mon domaine. Donc, tu choisis pas de déménager à La Réunion, tu ne choisis pas de déménager dans l'Hexagone. Forcément, tu es encore un très jeune adulte à ce moment-là. Tu choisis l'armée. C'est ton choix de choisir l'armée, mais t'es refusé. Alors, tu me le disais aussi hors antenne, à l'époque, pour toi, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'évasion, l'armée. Hein. Oui, tout à fait. C'est le drapeau, la Marseillaise. Ah, ça me fait vibrer. Et Ouais. puis les avions de chasse et tout. Bon, voilà, on dira tous les enfants ont envie de vivre ça, j'en sais rien, mais en tout cas, Oui, moi, c'est très fort. C'est peut-être le côté aventure. Moi, je l'ai vécu peut-être au niveau des pompiers. Mais comment tu vis excuse-moi, je vais peut-être le dire violemment, mais ce revers, quelque part, voilà, tu sens l'appel de la patrie, de servir dans l'armée, et en fait, on te dit non. Bah, pour moi, c'est comme je vais tenter plusieurs fois et que plusieurs fois c'est raté, je me dis bon, t'es un nul, quoi. Hein, voilà, c'est tout. Hein. De toute façon, je sais que je suis pas très doué au niveau de l'école, puisque régulièrement il y a les bulletins qui arrivent. C'est même une époque où je contrefais un petit peu. Alors ça, il faut pas le dire, mais la signature de ma maman. Elle t'en voudra plus maintenant. Bon, il y a prescription. Mais enfin, c'est pour dire que c'est tendu, quoi. Hein. Ouais. Je comprends bien que ça va pas, mais en fin de compte, j'ai quand même envie. Et puis bon, bah, je me retrouve dans cette section économique à Rochefort, qui ne me plaît pas du tout. Je double ma seconde. Mais je reste avec l'idée d'entrer à l'armée, donc je vais devancer l'appel. Et en 75, j'entre à l'armée. Alors, j'entre à l'armée. Je vais à Bordeaux passer ce qu'on appelait à l'époque les 3 jours. C'est-à-dire 3 jours de test où on va voir ce que tu es capable de faire. Apte ou pas apte. Voilà. Apte ou pas apte. Alors, le résultat de ces tests-là, c'est que on passe devant quelqu'un, on est assis là, et puis la personne dit, voilà, très bien, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'armée? Alors moi, je lui dis, mon premier choix, pilote de chasse. Et il m'apprend ce que j'ai comme résultat, j'ai un tricycle. Tricycle, c'est 0 en maths, 0 en physique, 0 en chimie. D'accord. Alors il me dit, ça va être difficile. Alors c'est vrai que maintenant, je me rends compte de ce qu'il faut pour être pilote de chasse, et je me dis, j'en étais assez loin, on va dire ça comme ça. Alors, quel est votre... On le dira après, t'en as été préservé. J'en ai été préservé, effectivement. Deuxième choix, je lui dis de l'armement. J'aimais bien les armes à feu, pour moi c'était pareil, c'était extraordinaire et tout. Là aussi j'ai un tout petit peu changé, et puis il me dit, écoutez, c'est la même école à Rochefort, donc vous oubliez. Troisième choix, je lui dis, j'aimerais être photographe. Alors, il me dit, non, quand même pas. Alors je me dis, ok, donc photographe c'est vraiment très très en dessous, et je suis un tout petit peu au-dessus de tout ce qui est en dessous, quoi. Elle me dit, on a remarqué que vous avez de bonnes oreilles. Bon, ok, très bien. Est-ce que vous voudriez être radio ? Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais ce que je ne voulais pas, c'était repartir à la maison, aller à nouveau en classe. Je n'en voulais plus. Donc j'ai dit oui. J'aimerais être radio. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'était pas vraiment ton choix, encore une fois. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, puisque je ne savais pas ce que c'était. Alors, il me dit, écoutez, très bien, vous allez être radio et vous allez partir en école à Chambéry et ensuite continuer votre carrière. Ok, très bien. Il se trouve que... radio, peut-être qu'on peut préciser, c'est les transmissions. Alors, les transmissions, le morse voilà. Et le télex. Donc là, on va continuer cette interview directement en morse, donc des points et des traits. Des points et des traits, oui. Alors, petite parenthèse, ça m'a appris à taper à la machine de manière professionnelle, et ça va me servir jusqu'à maintenant. Et le morse va me servir notamment dans les camps avec les jeunes, puisque je vais même gagner un concours à un moment donné. Le pauvre qui m'avait défié, c'était un chef explorateur, je crois, portugais. Et il avait voulu me défier, lancer un défi à la délégation française. Il avait choisi le morse. Alors, bizarrement, on m'avait proposé. Et bon, le pauvre, il avait été un peu abîmé, on va dire. Enfin bref, je reviens à cette histoire de travail. Donc, je vais à Chambéry. Et là, pour la première fois de ma vie, je me trouve dans mon élément. Effectivement, apparemment, j'ai de bonnes oreilles, le morse, ça rentre, je deviens tellement bon que... Alors, c'est pour donner un ordre d'idée pour les oreilles normales. À l'époque, plus maintenant, mais à l'époque, j'arrivais à prendre une manipulation, on appelle ça une manipulation, donc des traits et des points et des espaces, qui, pour une oreille non avertie, correspond à un trait continu. C'est-à-dire que vous entendez un trait continu, et moi, j'arrive à entendre des traits, des espaces, des points. Donc, quelque chose de très rapide. À cette vitesse-là, on est obligé de prendre à la machine, on ne prend plus à la main. Donc, je deviens vraiment très bon. Et je sors major. Alors, major de promotion,
c'est très bien, d'abord parce qu'on est premier. Et puis parce que si la promotion, je me souviens plus comment on était, si la promotion a 20 personnes, eh bien je choisis dans les 20 bases qui sont proposées. Le deuxième choisit dans les 19, et puis le dernier prend celle qui reste. Donc pour la première fois de ta vie, à ce moment-là, yes, tu peux choisir. Je peux choisir. Enfin, presque. Si, je peux choisir, et je choisis Istres. Je choisis Istres. Voilà. Istres, pourquoi? Parce que c'est près de Nîmes, maman habite Nîmes, et je me dis, je serai près de Nîmes. Et puis, aussitôt, j'ai un ami qui s'appelle Rodriguez, qui se lève, c'est le deuxième. Il vient me voir, il me dit, écoute, pourquoi tu choisis Istres? Je lui dis, c'est près de Nîmes. Il me dit, oui, mais moi, tu vois, Istres, c'est près de Cavaillon, ce serait plus près de mes parents, pourquoi tu n'irais pas à Orange? Pour toi, Orange ou Istres, par rapport à Nîmes, c'est pareil. Ce sera même plus facile à cause du train, etc. Alors, je lui dis, bon, écoute, pourquoi pas? Je vais à Orange. Donc, encore une fois, un choix que je fais, mais qui ne se concrétise pas, puisque je vais à Orange. Alors, justement, on voit que là, pour l'instant, ce que tu nous partages, justement, c'est ce parcours-là de choix, de non-choix, de devoir suivre, avec des échecs, avec un sentiment que tu as évoqué tout à l'heure de... Alors, tu n'as pas utilisé ce terme-là, mais médiocrité, j'y arrive pas, je suis pas très bon, je vais pas, sauf tout d'un coup, ça y est, j'ai une qualité, et même quand cette qualité me permet d'accéder, ben, finalement, je suis pas pénalisé, mais ça m'aide pas vraiment. Je voudrais faire une parenthèse avant de continuer ce périple. Le jeune François, là, il a 18 ans, 20 ans 17 ans quand il entre à l'armée. 17 ans. François, il est né dans une famille chrétienne, oui, une famille croyante. Catholique. Comment son rapport à la foi, à ce moment-là, il s'exerce aussi, par rapport à Dieu? Alors, est-ce que tu as ce rapport à Dieu de Seigneur, guide ma vie, ou tu as un rapport plutôt religieux à la foi? Alors, dans la famille, bien que catholique, j'allais dire, parce qu'à l'époque, être catholique, c'était aller à la messe, et puis, bon... C'est ce que j'appelle religieux. Voilà, ouais. ça se résumait à peu près à cela. Mais dans ma famille, maman lisait la Bible. Alors, qu'est-ce qu'elle lisait dans la Bible? Je ne sais pas, mais elle lisait. Elle était déjà protestante, alors. Oui, il y a encore du chemin, mais voilà. En tout cas, elle est toujours croyante et bien croyante. Elle lisait la Bible, et pour moi, la Bible a toujours été un point de référence dans la famille, même si moi, je ne l'avais pas lue. Et à une époque, j'avais eu envie d'être prêtre. Voilà. Donc, il y avait derrière tout ce parcours-là, quand même, la présence de Dieu et la présence de cette relation avec Dieu qui fait que quand je suis à l'armée, eh bien, je vais à la messe régulièrement. Alors, régulièrement, c'est pas tous les dimanches, hein, mais je ne suis pas un catholique simplement de Noël et de Pâques. J'y vais régulièrement, mais pas tout le temps. Je prie. Je prie chez moi, je prie quand je suis à l'armée, mais pendant la période, j'allais dire, qui précède, c'est-à-dire la période vraiment d'adolescence, quand je suis à La Réunion, je n'ai pas le souvenir d'une grande foi ou d'un grand rapport à la foi. Ouais. Dans ces moments de questionnement, justement, du coup, tu tombes pas à genoux devant Dieu, ou c'est quelque chose qui est plus dans le côté religieux que oui, Dieu intervient dans ma vie. Voilà, la vie avance. C'est ça. Voilà, la vie avance. Tu n'incrimines pas Dieu, non. Mais tu lui demandes pas d'aide non plus. Alors, peut-être que je lui ai demandé, je ne m'en souviens plus très bien, mais bon, t'as pas dû le faire de manière très fervente. Voilà, ça n'a pas été très marquant. Voilà, okay. Ça c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que c'est après coup, en revanche, où la présence de Dieu va me paraître évidente dans tous ces aspects-là. Je termine juste, et puis je reviens justement sur la présence, parce que ça sera plus éclairant. Donc, je choisis, entre guillemets, Orange, et arrivé à Orange, j'ai l'occasion de rencontrer la famille d'Yvette. Et la famille d'Yvette, c'est une famille que je vais découvrir par morceaux, parce qu'ils sont 6 enfants, plus les parents, ça fait 8. Et on aura peut-être un jour l'occasion de raconter cette rencontre. Ah non, ça a déjà été fait la semaine dernière. Ça a déjà été fait, bon, bah, tant pis. Mais du coup, j'invite nos auditeurs à aller écouter cette interview avec Yvette de la semaine dernière, justement, où elle nous parle de cette belle rencontre. Voilà. En tout cas, donc, il y a cette rencontre qui fait que je découvre une personne qui, elle, aime Dieu d'une manière que je ne connais pas, vit une foi avec Dieu d'une manière que je ne connais pas, et puis je découvre la Bible, je découvre la lecture de la Bible, et
revient en moi ce désir finalement de servir Dieu avec mon élément de référence qui est le catholicisme. Donc moi, ce que je veux, c'est redevenir prêtre. Enfin, pas redevenir, je veux à nouveau devenir prêtre. Et puis là, Yvette me fait comprendre qu'on peut servir Dieu sans être célibataire, donc en étant marié, parce qu'entre-temps, elle découvre finalement qu'il y a de l'amour. Et c'est comme cela que je vais faire le premier choix qui finalement ira jusqu'au bout, en tout cas au moins jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de me marier avec Yvette. Et le deuxième choix que je fais, qui est fait en même temps avec Yvette, c'est que nous allons servir Dieu tous les deux. Servir Dieu, c'est-à-dire aller dans notre séminaire à Collonges, se préparer pour le pastorat, et si une fédération nous engage, eh bien à ce moment-là, voir ce qui se passe et servir. Ce sont finalement les deux seuls choix de ma vie que j'ai faits qui sont allés jusqu'au bout comme je les avais rêvés. Alors ça, aujourd'hui, tu as 64 ans ? 66 et demi. Ah, pardon. Je compte les demi maintenant. Je t'ai rajeuni, tu vois. L'homme de 66 ans, c'est le regard qu'il a sur sa vie. Oui. Ce regard-là, tu en as pris conscience à quel moment ? Oh, j'étais déjà pasteur. Hein. Oui, j'étais déjà bien Parce que, pasteur. Si je te pose cette question-là, oui. Tu comprends aussi, c'est que, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie de ta vie, tu n'as pas conscience, les échecs s'enchaînent sans comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui peut-être a fait, ou est-ce que c'est un processus qui a permis de prendre conscience de... Alors, c'est pour moi la relation avec Dieu au travers de la lecture de la Bible, au travers de la vie, au travers des événements de la vie, cette vie après pastorat, enfin en cours de pastorat, où je découvre dans la Bible et je découvre dans ma vie les éléments qui vont me permettre de jeter un regard différent sur le passé. Je donne un exemple très simple. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais paresseux. Alors pourquoi j'ai cru que j'étais paresseux ? Parce que maman me disait « tu es paresseux ». Donc une phrase qui est définitive, hein, donc voilà, je le suis. C'est une sentence, et quand en plus c'est un des parents qui le dit, ils m'ont fait, voilà. Donc je le suis. Et en plus, la pratique le démontre. Hein, j'ai un tricycle pour revenir à l'histoire de l'entrée à l'armée, et puis je vois que mes études, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Donc ça ne fait que confirmer la chose. Et ça m'a expliqué aussi comment exprimer ça, je ne sais pas, mais ce penchant à faire énormément de choses dans le pastorat. Alors je vais dire, j'ai un certain nombre de choses, pour la plupart avec Yvette, donc ce serait un nous, mais comme c'est moi qui parle, je vais dire j'ai, touché à beaucoup de choses. Et très longtemps après coup, c'est-à-dire, moi je vais dire, ça va dater d'une dizaine d'années seulement, hein, tu vois, c'est très récent finalement dans l'histoire, je me suis dit, mais au fait, tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas paresseux. Alors après, on comprend pourquoi le parent va dire tu es paresseux à l'enfant, on prend du recul. Tu ne nous as pas dit pourquoi tu as pris conscience de ça. Alors je prends conscience de ça parce que je me dis, mais finalement, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Alors peut-être qu'on pourrait dire, oui, tu travailles beaucoup pour compenser, c'est possible. Hein, il faudrait voir un psychiatre là-dedans, il trouverait sûrement beaucoup de choses à faire. Mais moi, je le prends très positivement, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé servir, et puis j'aime bien... Je me dis toujours, à faire quelque chose, autant essayer de bien le faire. En général, ça ne demande pas beaucoup plus de travail que de mal le faire. Et puis l'avantage, c'est que c'est bien fait. Alors bien fait, avec les limites, avec les capacités que l'on a, mais enfin, au moins d'essayer d'aller au maximum de ses capacités. Et en faisant cela, je me rends compte que finalement, non, je ne suis pas paresseux. Mais j'ai mes limites, j'ai des choses que je ne sais pas faire, évidemment. Tout cela, Dieu fait avec, et moi j'essaie de faire aussi avec en comprenant le mieux possible la volonté de Dieu, mais ce n'est pas de la paresse, même si de temps en temps on peut procrastiner un peu, et puis finalement remettre à demain ce qu'il aurait fallu faire avant-hier, ça m'arrive aussi, mais d'une manière générale, non, je suis plutôt travailleur. C'est un exemple qui montre que le regard qu'on va porter en regardant derrière, va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Je découvre une maman que je ne connaissais pas. Alors ça, c'est Yvette aussi qui m'a aidé, parce que ma maman à moi, c'est ma maman. Voilà, c'est tout. Donc elle est bien sous tout rapport, sauf au niveau de sa santé. Elle était vraiment très très mal au niveau de la santé. Il a fallu venir en France pour qu'elle acquiert une meilleure santé.
Et finalement, elle a 98 ans maintenant, et c'est la dernière survivante de toutes ses sœurs. Hein, donc voilà. Mais à part ça, elle est bien, quoi. Elle est bien, elle comprend tout, elle aime le mieux possible. Alors, je garde cette idée-là, qu'elle aime le mieux possible, mais je comprends que le mieux possible ne veut pas forcément dire toujours très bien dans tous les domaines. Alors que l'éducation qu'elle m'a donnée, ou qu'elle nous a donnée d'ailleurs, bien c'est le résultat de celle qu'elle a reçue, et celle qu'elle a reçue bien n'est pas non plus à un très grand niveau, parce que il y a des manques, il y a des bon voilà, c'est une époque, hein, le père commande, on obéit, on ne discute pas. Maman nous raconte toujours qu'elle a reçu une gifle à 22 ou 24 ans, elle n'a jamais su pourquoi elle l'avait reçue. Voilà, bon, c'est comme ça, et voilà. Et en regardant, je me dis, bah, finalement, ce que je suis, alors je vais dire une banalité, hein, mais ce que je suis est le résultat de tous ces événements que j'ai traversés, mais aussi dans le négatif. Alors, quand tu voulais apporter ce témoignage, tu disais, voilà, j'aimerais laisser un message aux jeunes aussi, justement, qui vivent peut-être des échecs dans leur vie. Et moi, je t'ai dit tout à l'heure, peut-être aussi aux âgés, ça va les aider à revoir leur vie différemment. Là, je me mets à la place d'un jeune. Il dit, bon, écoute, c'est sympa d'entendre le François, le vieux sage François, quelque part. Mais moi, j'ai 30 ans, je suis dans la galère aujourd'hui et je ne fais que d'échec en échec. À ce jeune-là de 30 ans, est-ce que tu es en train de lui dire il faut qu'il attende 66 ans pour pouvoir regarder en arrière et voir les choses différemment, ou tu lui ouvres une autre piste? Alors, il y a effectivement ce que tu as dit, hein. C'est vrai que plus on prend de l'âge, j'espère, plus on devient sage et plus on est capable d'analyser sa vie et d'avoir un regard différent. Mais c'est vrai que quand on est en train de traverser ces événements, bah, c'est dur. C'est dur. Moi, j'avoue que quand on arrive, petite idée, hein, quand on arrive à Rochefort, on va vivre dans ce qu'on a appelé un appartement, c'est-à-dire une pièce qui était séparée en deux par une feuille d'isorel. Et on avait une espèce de carton. Voilà, ouais, une espèce de carton. Paroi très fine. Oui, paroi très fine. Et on avait 2 cm de glace à l'intérieur. L'hiver 73 était un hiver très très froid. Il a neigé jusqu'à Rochefort. La neige est restée 15 jours. On se gelait, on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas d'eau chaude. Enfin voilà, on va vivre comme ça pendant 2 mois et demi. Avant d'entrer dans un appartement qui pour nous était un palais, mais qui là encore manquait de chauffage, les toilettes étaient dehors, enfin, etc. Donc on a une vie qui n'est pas facile, hein, une vie qui n'est pas facile, qui va d'ailleurs me pousser à vouloir rentrer à l'armée et finalement vivre autre chose. Alors oui, ce sont des événements qu'on traverse, qui marquent. Parfois on s'en aperçoit tout de suite, parfois on s'en aperçoit beaucoup plus tard. Je prends un autre exemple, je ne savais pas comment me raser. Je n'ai jamais vu mon père se raser. Donc c'est en arrivant à l'armée où je vais regarder les gens faire ce qu'ils font et je vais apprendre à mal me raser. Je me rase à l'envers en fait. Pendant des années, je vais me raser à l'envers. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Voilà, nous allons avoir 3 garçons. Ben, il faut apprendre à être père. Et tous ces événements-là sont le résultat de ce par quoi on est passé. Alors ta question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune qui est en train de vivre la galère, alors quoi, 30 ans ou 15 ans même, ou avant. Alors, je ne sais pas si la réponse est valable pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça a été de persévérer, d'avancer. On avance, des portes s'ouvrent. Alors je pense que si les gens vont écouter cette émission, cet enregistrement, c'est qu'ils ont un petit attrait quand même quelque part pour Dieu. Des choses s'ouvrent, des choses se ferment. De ne pas s'arrêter à ce qui se ferme et de ne pas prendre forcément ce qui s'ouvre pour étant quelque chose de définitif, mais la vie est quelque chose qui est constamment en construction. Alors il y a des périodes effectivement où c'est difficile, parfois c'est très difficile. La solution, je n'en ai pas. Je ne peux pas dire, bah, c'est simple, tu appuies là, et puis hop, ça va fermer, ça va ouvrir. Je n'ai pas cette solution-là. La chose que j'ai vécue, c'est d'avancer peu à peu, et au fur et à mesure que j'ai connu Dieu, avec le soutien évidemment d'Yvette, qui a été fondamental, le soutien ensuite de personnes que nous avons rencontrées tout au long de notre vie, et en particulier évidemment le soutien de Dieu, c'est d'avancer. Parfois on recule, parfois on avance, et puis parfois on s'aperçoit que dans ce qu'on a avancé, en fait, on était en train de reculer, parce que on n'était pas vraiment en train d'avancer. La Bible dira, Dieu a choisi des voies droites, et puis les hommes ont pris plein de détours. Et c'est vrai que oui, Dieu pourra nous dire, écoute, tu sais, tu
tu t'es mis dans des galères, mais qu'est-ce que ça aurait été plus simple si tu m'avais écouté, quoi. Mais pour les personnes en difficulté, ce que je voulais partager, c'est pour ça que je voulais raconter un petit peu très rapidement ces histoires, c'est de dire aucun épisode par lequel on passe n'est définitif ni prophétique de ce que l'on sera dans le futur. Ça n'aide pas forcément pour le temps présent, parce que si j'ai faim et que je n'ai pas de quoi manger, eh bien, je n'aurai pas plus 5 minutes après avoir écouté cette émission, mais de se dire de ne pas s'arrêter à ce qu'on est en train de vivre. Ce que je vis maintenant, Dieu en a le contrôle. Alors c'est un contrôle qui n'est pas un contrôle coercitif, ce n'est pas un contrôle qui va obliger telle ou telle direction. On pourrait dire, bah oui, finalement, Dieu a fermé des portes pour m'obliger à devenir pasteur. Mais j'aurais très bien pu dire non à chaque fois. À chaque fois, j'aurais pu forcer, faire d'autres choix, rester à l'école, je m'étais engagé dans la 2e année d'études de ma 2e année de seconde à faire les langues. J'aime beaucoup les langues. Bon, j'ai voulu arrêter. Alors, c'est déjà une sensibilité peut-être à l'interpellation de Dieu, mais je n'en ai pas conscience. C'est après coup que je me dis finalement, Dieu m'a inspiré, mais comment ça marche après, moi j'en sais rien. Alors vous allez vivre ce parcours de foi, en tout cas avec Yvette, tu l'as évoqué tout à l'heure, elle nous en a parlé. Parcours de foi qui va vous emmener sur ce terrain du pastorat. Pour vous, la Bible je parle pas au passé, est un repère. C'est quelque chose qui vous a permis d'avancer. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage de vie, de ces différentes étapes. Et tu sais, on a l'habitude dans cette émission de demander à nos invités de nous partager un de ces repères qui a été pour toi important. Alors, je ne manque pas à l'occasion de pointer du doigt la Bible que tu as entre les mains, puisque c'est une traduction un peu originale. Oui. Voilà, originale. Alors pourquoi ce choix déjà de Bible? Dis-nous juste quand même. Alors, la Bible juive complète est une Bible qui a été écrite par un juif qui a rencontré Jésus et qui a découvert que Jésus était le Messie. Okay. À partir de là, il a voulu que ce que nous appelons le Nouveau Testament puisse être rédigé avec l'arrière-plan hébraïque qui s'y trouve. Donc l'on ne voit quasiment plus. Donc la continuité de la première réception, qui soit la seule réception. Exactement. Okay. Et donc il a traduit le Nouveau Testament en y introduisant un certain nombre d'éléments propres pas propres, mais compréhensibles par un juif, où il va se retrouver. Par exemple, quand on va parler de la loi, il va parler de la Torah, ou il va parler des mitzvot, qui sont des termes spécifiques pour parler de la loi. Et puis, ce travail qui a été fait a été bien accueilli. Et les gens lui ont dit, mais traduis l'Ancien Testament aussi. Mais il a dit, mais non, moi je ne suis pas hébraïsant. Enfin, je le suis un peu, mais bon, voilà. Et on l'a tellement embêté avec ça qu'il a fini par traduire aussi l'Ancien Testament. Le Premier Testament. Le Premier Testament, donc, pour rester dans la terminologie que je préfère, effectivement, premier et deuxième. Alors, il l'a intitulé la Bible juive complète, parce que ça s'adresse à la fois aux chrétiens, pour dire attention, vous avez une première partie de la Bible que, pour la plupart, vous ne lisez pas, et qui est la seule que Jésus avait à disposition. Et il va l'écrire aussi pour les Juifs en disant attention, en ne vous permettant pas de lire la suite, mais vous perdez quelque chose parce que Jésus n'est pas chrétien. Alors, merci pour cet éclaircissement. Ça nous permet de voir aussi que tu es un amoureux et un passionné de la Bible. Alors, tu as choisi l'Épître aux Romains. Alors, l'Épître aux Romains, c'est une très très belle épître, et le chapitre 8 est sans doute, pour moi en tout cas, un des plus beaux chapitres de la Bible. Et dans ce chapitre, il y a un verset qui est en lien évidemment avec ce que nous venons de partager. Alors, ce n'est pas peut-être le plus beau verset pour moi de la Bible, mais en rapport avec ce que j'ai partagé, c'est vraisemblablement celui qui est le plus adapté, mais il fait partie de mes plus beaux versets de la Bible. Alors, la lettre aux Romains, donc chapitre 8, verset 28. Paul parle et dit aux Romains, du reste, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Alors, pendant un moment, j'ai eu un petit peu de mal avec « fait concourir toutes choses ». Texte difficile, hein. Texte très difficile. Beaucoup plus facile à lire, évidemment, ici, où nous sommes chauffés, éclairés, on peut manger à notre faim et tout. Beaucoup plus compliqué, sans doute. Mais ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle est lue dans toutes les langues et dans tous les espaces.
Et je veux croire, et je crois, pour en avoir parlé avec certaines personnes, que même dans les pires difficultés, on reste avec cette conviction que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors faire concourir, pour moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il est au-dessus du mal. Dieu n'est pas l'auteur des problèmes que nous traversons, mais même dans ces problèmes, il est capable d'en tirer quelque chose de bien pour nous. Alors parfois c'est sur le moment même, parfois c'est 20 ans plus tard ou 50 ans plus tard, ou peut-être seulement dans la vie éternelle où on s'en rendra compte. Mais je crois en tout cas qu'en rapport avec ce que j'ai voulu partager aujourd'hui, ce passage est vraiment significatif de ce que j'ai traversé. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Philippe. De t'être livré à nous, d'avoir partagé ce parcours et ce texte aussi inspirant. Merci. Alors je te propose d'aller tout simplement laisser une trace maintenant physique sur notre mur des témoignages ici à la Fédération de ce parcours. Eh bien, allons-y.